mais ça envoie des signaux de reconstruction de l'os et de diminution de la destruction de l'os. Et du collagène également, ça va étirer les fibres de collagène et ça va augmenter le flux sanguin vers l'os. Et tous ces facteurs-là, ils vont concourir à renforcer l'os. Bonjour à tous, c'est Anne Guéquière. Je voulais vous dire un immense merci car grâce à vous, Métamorphose a dépassé les 90 millions d'écoutes et est le premier podcast santé mentale, bien-être et quête de sens en langue française. Nous interviewons les personnalités les plus inspirantes pour vous offrir des conseils concrets au quotidien. Alors pour ne rien manquer des émissions, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute préférée. Vos commentaires, vos partages sont tellement précieux et nous aident à poursuivre cette belle aventure. Allez, c'est parti pour un nouvel épisode de Métamorphose. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Cela fait très longtemps déjà qu'Aromazone fait partie de ma routine beauté quotidienne et je suis contente que cette belle marque française engagée nous accompagne comme partenaire de Métamorphose. Je vais donc vous confier mes produits incontournables. Alors le matin, j'applique leur fameux sérum à l'acide hyaluronique avant ma crème qui hydrate, repulpe et rend la peau lumineuse. Et le soir, ou bien après une belle et intense journée en studio, je prends un temps pour moi en utilisant leur crème riche en collagène vegan, espilante, à la fois douce et réconfortante. Je complète le tout avec leur cure de collagène marin en complément alimentaire. C'est ce qu'on appelle le in and out, prendre soin de sa peau de l'intérieur et de l'extérieur. Bien sûr, chacun peut retrouver les produits qui lui ressemblent et c'est cela qui est formidable chez Aromazone. Leur expertise scientifique, la qualité de leur formule à l'efficacité prouvée, naturelle et sans ingrédients controversés en font une référence du soin au naturel. Alors pour définir votre propre routine beauté ou bien-être, rendez-vous sur aroma-zone.com ou en boutique. On ne les voit pas, on ne les sent pas et pourtant nos os nous tiennent debout chaque jour. Il est important d'en prendre soin. Mais que se passe-t-il quand ils deviennent plus fragiles ? Avec l'âge ou à la ménopause, l'ostéoporose et les fractures apparaissent pour beaucoup comme une fatalité. Et si on pouvait ralentir ou même inverser naturellement ce processus ? Journaliste scientifique, membre depuis 25 ans de l'American Nutrition Association, directeur de la rédaction de la Nutrition.fr et éditeur, mon invité casse les idées reçues sur le sujet et nous donne des clés concrètes et scientifiques pour préserver notre capital osseux. Son livre s'intitule « Le secret des os solides » chez Soukar Éditions et je suis ravie d'accueillir Thierry Soukar lui-même. Bonjour Thierry. Bonjour, merci de me recevoir. Alors d'abord, je suis ravie parce qu'on se connaît, il faut bien le dire, depuis très longtemps, mais on ne s'était jamais rencontrés en personne. Voilà, parce que c'est vrai qu'à l'époque de Féminin Bio, on a beaucoup aussi travaillé avec les éditions Thierry Soukar. Alors, j'avais envie de vous demander peut-être pour commencer, pourquoi est-ce que vous êtes intéressé à ce sujet sur les os ? Vous, le grand journaliste scientifique, je dirais, je le rappelais en introduction, et puis vous me le disiez hors antenne, vous êtes passionné par la science depuis toujours. Pourquoi les os, ce sujet sur les os ? Alors ça nous fait partir dans le passé un petit peu, et notamment dans les années 2000 quand j'allais très souvent à Harvard. Et Harvard travaillait à l'époque sur la relation entre alimentation, et continue à travailler d'ailleurs, entre alimentation et santé en général. Et l'un des thèmes qu'ils exploraient, c'était la relation entre consommation de produits laitiers et santé osseuse. Et cette relation-là, ils ont publié en 1987 la première grande étude. Et cette étude montre en fait que la cohorte de femmes américaines qui suivaient avait, pour les femmes qui consommaient le plus de produits laitiers, plus de fractures osseuses. Donc c'était assez paradoxal de voir ça. Et ça a été le point de départ du livre que j'ai publié en 2007 qui s'appelait « Les mensonges et propagande ». Oui. Les mensonges et propagande, évidemment, on va revenir très longuement sur cette idée du calcium, du lait et des os, puisque c'est aussi un sujet qui nous intéresse là très précisément. Alors pour commencer, vous démarrez votre ouvrage avec une anecdote sur celle qu'on a appelée la Marie Pitchoun. Dans le village où vous avez grandi dans le sud-ouest, une vieille dame totalement recourbée qui souffrait, je crois, d'ostéoporose vraiment sévère. On rappelle peut-être les chiffres, c'est quoi, 4 millions de personnes aujourd'hui en France qui souffrent d'ostéoporose, c'est ça ? Oui, c'est exactement ça. Oui.
Ça, c'est en constante augmentation ou c'est un chiffre qui est à peu près stable? Alors, c'est un chiffre qui augmente parce que la population vieillit. Oui. Donc, mécaniquement, c'est pas qu'il y a plus de facteurs de risque ou que, voilà, c'est une épidémie absolument qu'on ne peut pas contrôler, mais simplement, voilà, on a une population qui vieillit et donc, mécaniquement ou techniquement ou mathématiquement, on a un petit peu plus de femmes et d'hommes également qui souffrent d'ostéoporose. Est-ce que vous diriez que c'est un sujet qui est quand même sous-estimé dans la population aujourd'hui, qu'on ne prend pas finalement assez soin de ce sujet, qu'on ne parle pas assez des os? Alors, je suis assez partagé là-dessus parce qu'il y a quand même une prise de conscience des autorités sanitaires depuis une vingtaine ou une trentaine d'années, mais qui passe souvent par des marqueurs ou des réflexes dont on parlera, notamment l'ostéodensitométrie osseuse, qui sont pas toujours les attitudes les plus pertinentes pour juger de ce qu'il conviendrait de faire. Et je pense qu'il faut remettre aux femmes elles-mêmes et aux hommes la capacité de se prendre en charge. Oui, ça c'est vraiment important et on va le faire évidemment aujourd'hui. Si nos os pouvaient nous parler aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils nous diraient pour peut-être brosser un premier panorama et puis on va aller bien sûr dans le détail pour prendre soin de nos os? Alors, il nous dirait simplement que déjà, ils vieillissent naturellement. C'est-à-dire, sans même parler d'ostéoporose, on a une perte de densité osseuse qui s'accélère un petit peu avec l'âge, et d'autant plus avec la baisse des hormones, qui est plus brutale chez la femme après 50 ans que chez l'homme. Chez l'homme, c'est une pente un petit peu plus régulière. Également une baisse des hormones. Et cette baisse des hormones, elle est corrélée à une baisse de la masse musculaire, et la baisse de la masse musculaire, elle est corrélée à une baisse de la masse osseuse. Donc, en fait, on est dans une pente dans laquelle les os nous disent, voilà, je suis en train de vieillir, tu es en train de vieillir, tu es en train de perdre de la masse osseuse. Et on le voit bien, par exemple, moi je regardais l'autre jour un monsieur qui devait avoir 80 ans à peu près, et qui avait, semble-t-il, conservé les vêtements qu'il avait à 50 ans ou 40 ans. Et on voit en fait les épaules qui ne remplissent plus le vêtement. Et ça, c'est la perte de masse musculaire et la perte de masse osseuse. Donc ça, évidemment, on va parler aussi longuement de l'activité physique. Comment est composé l'os, qu'on ait un peu une idée de physiologie, du cartilage, et puis de ses liens finalement avec le reste, avec peut-être les fascias, les muscles, etc. Alors l'os, c'est d'abord une trame de collagène, donc une trame de collagène sur laquelle viennent se déposer les minéraux. Donc les minéraux, on connaît le calcium, mais il n'y a pas que le calcium, il y a d'autres minéraux qui interviennent dans l'os. Par exemple, le potassium, c'est un minéral qui est très important. Il est stocké majoritairement dans les muscles, mais il est également stocké dans l'os. Et je pense qu'on en parlera. Donc, il y a la trame osseuse qui est la matrice osseuse qu'on appelle le collagène. Il y a les minéraux qui viennent se déposer sur le collagène. Et puis, il y a tout un tas de cellules qui interviennent sur l'os, qui permettent la reconstruction de l'os ou au contraire sa destruction, qui est un processus naturel. Donc, il y a des ostéoblastes qui fabriquent de l'os et les ostéoclastes qui normalement détruisent l'os qui est un petit peu vieux, qu'il faut remplacer. Et puis il y a des ostéocytes. Donc il y a un ensemble de cellules, de minéraux et de trames. Ils se régénèrent tous les combien à peu près d'ailleurs, nos os? On a en permanence plusieurs millions de ces cellules qui fonctionnent, qui travaillent sur l'os. Et l'os, il se régénère tous les mois à peu près. On a une régénération d'une partie de notre squelette qui se fait naturellement. Le problème de l'ostéoporose, c'est que à un moment, ça bascule un petit peu plus vers les cellules qui détruisent l'os, et ça bascule un petit peu plus vers cette trame osseuse, ce collagène qui s'abîme avec l'âge, pour des raisons dont on va parler sûrement. Bien sûr. Peut-être nous faire la différence entre l'ostéoporose et l'ostéopénie. Est-ce que c'est la même chose? Peut-être on confond les deux? Alors l'ostéopénie, pour les autorités sanitaires, c'est une baisse de la masse osseuse, mais qui n'est pas totalement critique, qui peut être un signal d'alarme et qui est déterminé par l'ostéodensitométrie. Et l'ostéoporose, c'est une baisse importante. Il y a plus de 2,5 écarts type pour la masse osseuse d'une femme jeune. Et là, on considère que c'est un signal d'alarme important. Donc, ostéopénie, signal d'alerte. Ostéoporose, il faut faire quelque chose. Alors justement, sur l'aspect hormonal, vous l'avez un peu dit,
hommes, femmes, on n'est pas complètement égaux quand même au niveau des os. Quels sont les mécanismes pour les rentrer un peu plus dans le détail pour l'un et pour l'autre? Alors, chez la femme, il y a 2 principales hormones, il y en a plusieurs, mais on va parler surtout des oestrogènes et de la progestérone. Et ces 2 hormones... On entend bien ménopause quand on entend ça. Un peu avant la ménopause, commence à diminuer. Oui. Et de manière plus brutale au moment de la ménopause, au point qu'il en reste très très peu après la ménopause. Et ces hormones sont très importantes pour l'os parce que lorsqu'elles sont présentes, en fait, les cellules qui fabriquent de l'os restent stimulées et restent en prolifération. Et donc, on a cet os qui est constamment refabriqué. Et lorsqu'elle diminue, et lorsqu'elle chute, en fait, elles diminuent la prolifération de ces cellules qui fabriquent l'os et elles augmentent la prolifération des cellules qui détruisent l'os. Donc ça, c'est le premier problème. Et le deuxième problème, c'est que lorsqu'elles baissent fortement, ces hormones, elles augmentent l'inflammation. Or, l'inflammation, c'est quelque chose qui est au cœur de mon livre et qui est un déterminant majeur de la perte de masse osseuse et de l'ostéoporose. Parce que l'inflammation, ça crée des molécules qui elles-mêmes vont stimuler la destruction de l'os. Donc ça, c'est chez la femme. Et puis, chez l'homme, c'est un peu différent. C'est plus lent déjà? Alors c'est plus lent parce qu'on commence à perdre de la testostérone à partir de 30-40 ans, mais c'est une pente plus douce, c'est une pente moins forte. Ce qui fait qu'un homme à 70-75 ans, il a encore des hormones mâles de la testostérone. Et donc la testostérone joue un peu le même rôle que les hormones femelles. Et en plus, une partie de la testostérone est transformée par des enzymes en hormones femelles. Donc il y a une partie de la testostérone qui vient faire des oestrogènes qui eux-mêmes vont protéger. Donc voilà un peu la thématique qu'il y a chez l'homme et chez la femme. Alors quand on est une femme, on est beaucoup aussi écouté à Métamorphose par des femmes. Évidemment, les hommes, on ne vous exclut absolument pas. Si vous nous écoutez, vous êtes absolument les bienvenus. Quand on est une femme et qu'on sent qu'on a dépassé la quarantaine, qu'on approche peut-être de la cinquantaine ou qu'on est dans ces zones-là, peut-être entre 40 et 60. Quelle est la zone de vigilance à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est une question vaste. Déjà, si on sait que les hormones vont baisser, donc on peut éventuellement, et sous contrôle médical évidemment, adopter un remplacement hormonal. Autrefois, il y a très longtemps, c'était très accepté. Ensuite, il y a eu une étude américaine qui a un petit peu refroidi les ardeurs parce qu'on voyait un petit peu plus de cancer du sein. Et maintenant, on est un peu revenu là-dessus parce que les hormones qui sont données en France sont différentes de celles qui sont données aux États-Unis. Et donc, ce sont des hormones, on appelle ça des hormones biomimétiques, qui n'ont pas les effets néfastes des hormones qu'on donnait aux États-Unis et qu'on peut donner à petite dose de manière contrôlée. Et ça permet de lisser un petit peu cette pente très brutale, en fait, qui intervient à la ménopause. Ça, c'est une première chose qu'on peut envisager. Évidemment, il faut que le médecin donne son accord, il ne faut pas qu'il y ait des facteurs de risque, etc. Vous pensez que dans ce cas-là, ça peut être une bonne chose quand même? Les études montrent que c'est un facteur de ralentissement de la perte de masse osseuse. Donc, ça peut être intéressant. Encore une fois, la question, elle doit être débattue entre chaque femme et son médecin, éventuellement avec un endocrinologue, mais ça peut être envisagé en tout cas. La deuxième chose qui peut être faite, c'est évidemment tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'environnement, c'est-à-dire à la fois l'exercice physique, la nutrition, et puis tout ce qui peut augmenter l'inflammation. Alors, il y a des choses qui ne viennent pas immédiatement à l'esprit, qui peuvent augmenter l'inflammation. Ça peut être le stress chronique. Le stress chronique est un facteur d'augmentation de l'inflammation. Et quand ça augmente l'inflammation, on l'a vu, on perd de la masse osseuse, on perd de la masse musculaire. Et si on perd de la masse musculaire, on perd de la masse osseuse. Et puis, par exemple, le manque de sommeil. Le manque de sommeil, c'est un facteur qui peut augmenter l'inflammation également. Donc, après, il faut se préoccuper d'un certain nombre de choses qui sont importantes pour la masse osseuse. On va revenir sur les règles, évidemment, parce que dans votre ouvrage, vous définissez un certain nombre de règles. Peut-être avant d'en venir là, et justement ce qui est délétère et pro-inflammatoire, et puis au contraire, sur cette balance qui peut inverser le processus. Avant ça,
quel test on peut faire? Vous passez quand même pas mal de temps dans le livre à expliquer, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, densitométrie osseuse ou pas, est-ce qu'il faut surdiagnostiquer? Voilà, éclairez-nous un peu sur ce qu'on a à disposition et ce qui serait peut-être pertinent d'utiliser. Le principal message, je crois, que j'essaie de faire passer, c'est que la masse osseuse, dont on a longuement parlé, n'intervient dans les études que pour 15 à 20% comme facteur de risque de la fracture. Il faut savoir que la masse osseuse en soi, c'est quelque chose dont on peut se préoccuper, mais dont il faut se préoccuper, c'est la fracture. Donc, comment on fait pour éviter une fracture? Les études nous montrent que la densité osseuse ou la densité de masse osseuse n'est pas le facteur principal de la fracture. Donc, on peut se préoccuper de notre densité minérale osseuse et pour cela faire les examens qui permettent de l'évaluer, mais il faut le faire avec discernement. Et je crois que l'idée de se dire j'ai 50 ans, je vais faire une ostéodensitométrie, on a des études qui montrent que ça peut amener à du surdiagnostic, c'est-à-dire que des femmes qui n'auraient pas besoin de faire une ostéodensitométrie vont en faire une, et c'est mettre un peu la main dans un engrenage qui n'est pas toujours bien contrôlé. C'est-à-dire que si on voit une ostéodensitométrie qui est un peu basse, des médecins, pas tous, mais vont avoir tendance à prescrire des traitements qui sont peut-être pas adaptés ou qu'il faudrait peut-être pas prescrire à ce moment-là. Et puis aussi chez la femme, ça peut entraîner des comportements qui peuvent être néfastes. Par exemple, si on dit à une femme, Madame, vous avez une ostéopénie, vous avez une masse osseuse qui a diminué, eh bien on a des études aussi qui montrent que ces femmes-là, elles peuvent diminuer leur mobilité, parce qu'elles ont peur de chuter, elles ont peur de se fracturer quelque chose. Et ça, c'est pas une très bonne chose. Et on a même des études qui montraient que lorsqu'on disait à une femme, vous avez une densité minérale osseuse basse, des femmes qui faisaient par exemple de la musculation, eh ben, elles réduisaient leurs activités de musculation parce que se disaient, on ne sait jamais, je peux me fracturer quelque chose en levant des poids, etc. Ah bah, j'ai une amie, pour citer son cas, d'ailleurs, chère amie, si tu nous écoutes, qui m'a dit il n'y a pas longtemps, j'ai décidé d'arrêter de skier parce qu'elle s'est fait un certain nombre de blessures en skiant. Elle a découvert effectivement que sa densitométrie osseuse était faible. Et donc, elle se dit, moi, j'ai plus envie de repasser par 6 mois d'arrêt, voilà. Ce qu'on peut comprendre aussi. Hein. On peut le comprendre, d'autant que l'un des facteurs principaux de la fracture, c'est le sexe. Bon, on a parlé des différences hommes-femmes, l'âge et la chute. Et on oublie souvent que, en général, une fracture, notamment les fractures du col du fémur, c'est la chute. Or, la chute à 80 ans, c'est plus la même que la chute à 20 ans. Bien sûr. On n'a pas les capacités, les réflexes pour se protéger. On n'a pas la masse musculaire ou la masse grasse qui permet d'amortir la chute. Donc, on peut comprendre qu'une personne, voilà. Alors, elle n'a pas 80 ans. Hein. Elle a plutôt mon âge. Elle peut se dire, bon, ben voilà, j'ai pas envie de me mettre dans une situation où si je tombe, etc. Et donc ça, c'est... Voilà, chacun de faire aussi en fonction, mais on va reparler évidemment de la musculation. Alors, sur les tests, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi des tests, d'ailleurs, vous en proposez dans votre ouvrage. On peut s'auto-tester. Quelle est la fiabilité, en fait, de ces tests-là? Parce qu'on était un peu sur le diagnostic, là. Alors, il y a deux types de tests qu'on peut faire. D'abord, on pourrait voir un diététicien nutritionniste ou une diététicienne nutritionniste pour revoir un petit peu son alimentation, parce que on va en parler, mais il y a des choses qui peuvent être mises en place au niveau alimentaire, qui sont importantes pour la préservation de la masse osseuse et pour la baisse de l'inflammation. Il y a des analyses qu'on peut faire très simplement, qui sont aussi de mesurer les facteurs inflammatoires qu'on a. Par exemple, la CRP. C'est un test très simple. Bien sûr. On n'a pas besoin d'aller chez le médecin pour faire une CRP. On n'a pas besoin d'ordonnance pour faire des analyses biologiques, contrairement à ce que les gens pensent souvent. Donc, on peut doser sa CRP, on peut doser sa vitamine D. Et puis... Alors, une CRP un peu élevée peut nous donner un indicateur. Alors, la CRP un peu élevée, sauf, évidemment, si on est dans un syndrome infectieux ou une inflammation dont on sait qu'elle est très importante, par exemple, je sais pas, une diverticulite, on va avoir une CRP qui est très élevée. Donc là, il faut faire abstraction de ça, attendre que ça passe. Mais s'il y a
je sais pas, de 2 mois d'intervalle, on a une CRP qui est élevée, ça veut dire qu'il y a des phénomènes inflammatoires qui se passent en permanence. L'inflammation, qui est un moteur de la perte de masse osseuse et de la perte de masse musculaire, elle est déclenchée par le système immunitaire, mais le système immunitaire ne se déclenche pas que lorsqu'il y a infection. Le système immunitaire se déclenche lorsqu'il y a une anomalie, quelle qu'elle soit. Par exemple, vous êtes en surpoids, le système immunitaire déclenche une inflammation parce qu'il croit qu'il va il va pouvoir régler le surpoids. Vous avez une glycémie élevée, le système immunitaire va déclencher une inflammation. Donc, les gens qui ont une glycémie élevée, prédiabète ou diabète, à long terme, ce sont des gens qui sont inflammés en permanence et qui vont peu à peu abîmer leur masse musculaire et leur masse osseuse. Donc, il y a des choses qu'on peut regarder. Ensuite, il y a un test, vous en parlez, qui est le test Frax. Oui, c'est ça. Voilà, qui est disponible en ligne. Donc dans mon livre, fracture, vous dites Caroc aussi et voilà, Garvan. Il y a plusieurs tests. Hein, le test le plus utilisé, c'est le test Frax, et on peut, à partir d'un petit nombre de questions, estimer ces facteurs de risque de fracture. C'est un test qui a des faiblesses, mais qui est... Ça donne une tendance quand même. Ça donne une tendance, ça permet de voir un peu les choses, ça permet de ne pas faire l'ostéodensitométrie dans certains cas, parce que le test ne demande pas forcément le résultat de l'ostéodensitométrie. Il peut donner un avis sans passer par l'ostéodensitométrie. Facteurs d'hérédité sont importants, les gènes, notre héritage? Alors, les gènes, c'est comme dans toutes les pathologies, ils ont un rôle, mais ils sont très souvent modulés par l'environnement. L'épigénétique. Voilà, l'épigénétique, absolument. Donc, il y a toujours des choses qu'on peut faire pour moduler les facteurs génétiques. Vous recommandez quoi quand on a des soupçons, quand même, d'aller vers un diagnostic, ou d'abord de commencer par regarder, là, ce que vous avez dit, CRP, faire un test, et puis... c'est pas parce qu'on a eu d'un seul coup une fracture, même si on n'en avait pas eu avant, que pour autant, on est dans ce cas-là. Alors, pas de panique quand même. Pas de panique, mais ça peut être un signal qui peut pousser à aller voir un médecin. Et le médecin va pouvoir prescrire les tests dont on a parlé. Après, c'est une chose sur laquelle j'insiste dans mon livre, c'est vraiment le dialogue avec le médecin. Parce que, encore une fois, l'ostéodensitométrie, ça peut amener à du surdiagnostic et ça peut amener à du surtraitement. Donc, vous dites, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. C'est pas automatique. Toujours. L'ostéodensitométrie, c'est comme les antibiotiques. Mais on peut discuter avec son médecin et arriver à un consensus. Le médecin met en avant les éléments favorables, tout ce qui peut être positif qu'on peut tirer de l'ostéodensitométrie, et éventuellement les désavantages et les inconvénients d'une ostéodensitométrie. En plus, l'assurance maladie ne va rembourser l'ostéodensitométrie que dans certains cas. Mais dans mon livre, j'ai une approche un petit peu plus conservatrice, on va dire, qui est plutôt de me référer à ce que dit la revue indépendante Prescrire, qui, elle, considère que ostéodensitométrie, c'est s'il y a des facteurs de risque, effectivement, qu'on peut objectiver, par exemple, des personnes très frêles, mais également une fracture. Il y a eu une fracture avant. C'est pas uniquement les facteurs de risque qui peuvent déclencher une ostéodensitométrie. Alors, on parle de fracture tous les deux, mais peut-être que les personnes qui nous écoutent voudraient savoir quel type de fracture. Est-ce qu'il y a des choses qui sont justement plus typiques, des endroits du corps où là, on peut se dire « Ah, c'est quand même un signe ». Oui, alors les fractures qui sont les signes importants, c'est par exemple les fractures vertébrales, ou ce qu'on appelle les tassements vertébraux. Et là, on parlait tout à l'heure des signes qui peuvent nous alerter. Oui. Ça peut être une perte de taille. C'est la perte de taille, comme la Marie Pitchoun dont on parlait au début, de mon petit village de l'Aude. Une perte de taille, c'est un signe d'alerte aussi, parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau vertébral, qui ne relève pas forcément de la douleur, mais qui est le signe qu'il y a une perte de masse osseuse et qu'il faut peut-être faire quelque chose. Alors, sachant qu'on ne le voit peut-être pas aux alentours de 40-50, mais c'est peut-être plus tard quand même ce tassement dont on parle. Absolument, c'est plutôt après 70 ans, 75 ans, qu'on peut se dire, on peut se mesurer aussi. Je faisais tant sur ma carte d'identité, sur mon passeport.
puis là, j'ai perdu 4, 5, 6, 7 cm. Il y a un monsieur qui m'a écrit, là, qui me disait, je crois qu'il a 75 ans, et il me disait, j'ai perdu 7 cm. Ça paraît énorme. Hein. Alors, c'est énorme. Et donc là, effectivement, il a fait un examen, et l'examen a révélé qu'il y avait des tassements vertébraux très importants, une ostéoporose ou une ostéopénie. Et il s'interrogeait sur la prise ou non de médicaments auquel j'ai consacré un chapitre dans le Alors justement, livre. vous me tendez une super perche, la prise de médicaments. Merci Thierry Soucard. Qu'est-ce qu'on peut faire sans justement tomber, là encore, dans une surmédication? À partir de quel âge? Éclairez-nous sur cette clinique-là. Alors, il y a des traitements. Il y a une quinzaine d'années sur lesquelles j'étais extrêmement réservé parce que on avait des études montrant qu'il y avait des effets indésirables assez importants. On a déjà parlé des hormones quand même. Voilà, on a parlé des hormones. De la clinique, ouais. Et puis, disons, la famille de médicaments la plus prescrite aujourd'hui, ça s'appelle... Alors, peut-être attendez une seconde parce que les hormones, peut-être si on continue quand même un peu là-dessus... Il y a un peu deux écoles. Il y a de dire, en tout cas, moi je me fais un peu un résumé dans ma tête de un peu tous les professionnels de santé que j'ai entendus, écoutés, lus sur ces sujets-là. Le fait de dire oui, ça protège, mais les hormones, si à un moment donné on les arrête, parce que est-ce qu'on est sous hormones finalement jusqu'à la fin de sa vie? Si on vit jusqu'à 100 ans, est-ce que ça veut dire qu'une femme, elle va être sous hormones de 45, 50 ans jusqu'à 100 ans? C'est quand même une vraie question. La chute hormonale, quand on enlève les hormones de synthèse, même si elle peut être plus progressive, elle se fait à un moment donné. Oui. Donc voilà, donc c'est quand même une question. On parlait tout à l'heure de ne pas aller non plus d'être dans une surmédication. Donc c'est quand même une vraie question pour les hormones. Juste pour fermer peut-être cette parenthèse-là. Absolument, absolument. Et c'est vraiment une question qu'il faut se poser, qu'il faut poser aux médecins. C'est un dialogue à avoir. Effectivement, les hormones en général... On conseille de les prescrire pour une durée assez limitée. Et on va retrouver après la prise d'hormones un état qui est celui d'une inflammation qui est souvent plus élevée, d'une perte de masse osseuse, etc. Donc il faudra de toute façon se préoccuper de facteurs environnementaux. Les hormones, je finis là-dessus. Oui. Chez l'homme, il y a la possibilité aussi de prescrire de la testostérone. Et là, on a moins de crainte en fait, parce qu'il y a une grande étude qui est sortie aux États-Unis là, qui fait le point sur... c'est une méta-analyse en fait, sur plusieurs dizaines d'études. Et on pensait que ça augmentait le risque cardiovasculaire, que ça augmentait le risque de cancer de la prostate. Et en fait, on ne voit pas ça sur des prescriptions d'hormones à des doses relativement... Je parle de testostérone, relativement modérées. Et là, on peut continuer en fait. On a des études montrant que des hommes sont sous hormones depuis l'âge de 50 ans à peu près. Ils ont 70, 75 ans. Et on ne voit pas réellement de facteurs de risque importants. Donc ça aussi, c'est quelque chose, c'est un message qui peut être... en tout cas, ça peut être discuté avec le médecin. Oui, sachant que dans un cas de cancer de la prostate, puisque vous me parlez de ça, on sait qu'un des traitements sur l'évolution, et notamment aussi sa métastase, c'est aussi l'immunothérapie, où on va couper la testostérone, parce qu'on sait que c'est un facteur de risque. Voilà, absolument. On est toujours un peu en... C'est complexe, hein, les hormones. Absolument. Quand même, Alors, quand il y a un cancer de la prostate établi, souvent, effectivement, on prescrit des médicaments qui viennent empêcher la synthèse de testostérone. Mais, alors là, de nouveau, on va basculer avec la chute de la testostérone dans une augmentation de la perte de masse osseuse. En fait, les fractures d'ostéoporose chez les hommes, beaucoup relèvent de traitements médicaux qui étaient importants, mais qui ont été prescrits, par exemple, dans le cadre d'un cancer de la prostate. Et là, il va falloir adopter des mesures qui peuvent passer aussi de nouveau par d'autres médicaments. Alors, on va quand même passer évidemment au volet des solutions, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse, maintenant qu'on a fait ce grand panorama et ce constat. Est-ce qu'on avait terminé sur les médicaments pour traiter l'ostéoporose? Peut-être pas tout à fait quand même. Non, pas tout à fait. Il y a une famille de médicaments qu'on donne en général sur une période courte, entre 3 et 5 ans, qu'on appelle les bisphosphonates, qui peuvent être pris par voie orale ou
pour les gens qui les tolèrent mal, parce qu'en fait, il y a des réactions, notamment au niveau de l'œsophage. Il peut y avoir des inflammations ou des brûlures, des œsophagites. Ça peut être donné aussi par perfusion. Alors, ces médicaments, ils arrêtent en quelque sorte le processus de remodelage osseux, c'est-à-dire ils arrêtent la partie déstructuration de l'os qui est faite par les ostéoclastes. Mais lorsqu'on les arrête de nouveau, on se retrouve quand même à devoir gérer une situation qui est toujours problématique. Et puis il y a quelques effets indésirables pour ces médicaments lorsqu'ils sont pris par perfusion, et notamment ce qu'on appelle des ostéonécroses de la mâchoire. Donc là, il y a des traitements à faire préventifs chez le dentiste. Vous parlez aussi de la cortisone, sur lesquelles c'est bien d'être vigilant. Ouais. Alors, vous avez écrit Les mensonges et propagande. C'était un de vos sujets de prédilection. 2015, vous vous rappeliez ce livre? Non, c'était quel? Non, 2007, 2007, avec une mise à jour en 2008, parce que j'ai été tellement attaqué par l'industrie laitière en 2007 que j'ai répondu avec une mise à jour du livre en 2008. Voilà. Alors, on entend encore souvent « boit-on lait, c'est bon pour les os ». On connaît tous évidemment la pub. On va éviter, en tout cas dans nos générations, de repartir dessus. Des études menées dans les années 90 ont remis en question l'efficacité des produits laitiers. Vous parlez de cette grande étude là, de Harvard tout à l'heure. Pourquoi est-ce que d'abord, il y a quand même une désinformation qui persiste à ce sujet, sans forcément trop s'attarder dessus? Et ensuite, qu'on fasse le point sur le calcium. Effectivement, on voit que chez les Asiatiques, qui n'en boivent pas, ils ont des os en meilleure santé que nous. C'est quand même un grand constat. Absolument. Alors, sur le livre lui-même, Les mensonges et propagande, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une grande étude qui a été faite en 2020 sur le calcium, et notamment le calcium laitier, et qui est faite par Walter Willett, qui était le patron de l'épidémiologie à Harvard. Et en fait, dans cette étude, qui est publiée dans le Lancet, ce qu'il y a dans mon bouquin de 2007 est complètement confirmé. Donc, mais voilà, donc on a maintenant une certitude sur le calcium, et notamment le calcium laitier. Alors, pour faire simple, parce que c'est encore, on est de la nutrition, c'est jamais simple, mais c'est un sujet qu'on peut quand même réduire à quelques messages compréhensibles et digestes. Oui, c'est bien de le rappeler, parce que déjà, je parlais du site lanutrition.fr tout à l'heure, déjà vous êtes quand même un grand expert du sujet. Mais on voit toujours qu'on a le sentiment qu'il y a des tendances, il y a des modes, il y a des mouvements de balancier. C'est un peu comme avec les bébés quand ils sont petits. On a l'impression que pendant 20 ans, on dit mettez-les sur le dos, mettez-les sur le côté, mettez-les. Et il y a comme ça des grandes tendances, il faut ceci, il faut cela. Et la nutrition, on voit bien que c'est la même chose. Oui. Il y a des fondamentaux quand même. Il y a un consensus aujourd'hui au niveau international, je pense, sur des fondamentaux. Mais voilà, il y a encore des. Donc là, il y a des certitudes quand même sur le sujet. Oui, il y a des certitudes. Alors, la cacophonie, souvent en nutrition, elle vient des polémiques. Et les polémiques, elles viennent souvent des acteurs industriels qui ont intérêt à pousser un aliment ou un autre. Ce qui a été le cas pour les produits laitiers. Parce que l'idée que le produit laitier, c'est bon pour les os, ça date des années 1920, 1930 aux États-Unis. C'est les industriels, c'est un biochimiste qui s'appelait McCollum qui avait montré que le calcium c'était important, et il avait raison, mais immédiatement l'industrie laitière s'est engouffrée là-dedans, et voilà, on a eu les messages pendant des années qui ont été repris aussi. Ça, c'était moins drôle par les pouvoirs publics. Bon, maintenant, on les entend plus beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs, à la suite de la parution de mon livre, il y a eu une remise en cause par l'ANSES des recommandations en termes de produits laitiers, qui n'est pas encore, à mon avis, au point, mais qui était une baisse. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Oui, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le calcium, c'est important pour les os. C'est pas le plus important. Il y a d'autres minéraux, mais c'est un élément important. Donc, le message qu'il faut faire passer, d'abord, c'est qu'il ne faut pas être en carence de calcium. Parce que si on est en carence de calcium, on a une hormone qui va augmenter, qui s'appelle la PTH, et qui va amener à une destruction des os. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le problème, après, c'est qu'est-ce que c'est qu'être en carence de calcium? En France, on est autour de 900 mg, 1,2 g de calcium par jour. L'OMS est à 500 mg. Alors, où se trouve la vérité? Personne n'en sait rien.
Parce que les études dont on dispose, elles ont été faites sur des hommes jeunes qui avaient une vingtaine d'années. Et finalement, on ne sait pas très bien quels sont les besoins. On sait que, par exemple, moi je suis né en Afrique, dans un pays qui s'appelle le Mali. Il y a eu une étude française au Mali dans les années 1960 sur les apports en calcium. Et les auteurs de cette étude ont été très surpris de voir que les apports en calcium étaient très faibles. Ils étaient de l'ordre de 300-400 mg par jour. Mais il n'y avait pas de problème osseux particulier. Et depuis, on sait que si vous consommez peu de calcium ou moins de calcium, il est mieux retenu. Maintenant, il y a un seuil à ne pas... il ne faut pas passer en dessous d'un seuil. Alors, Willett dit entre 600 et 700 mg par jour. Je pense qu'on n'est pas très loin de la vérité, mais on peut l'augmenter un peu pour les personnes plus âgées, parce qu'avec l'âge, on absorbe moins le calcium alimentaire. Les transporteurs de calcium sont moins présents, sont moins actifs. Et donc, on pourrait se dire, autour de 800 mg de calcium, on est safe, on est en sécurité. Voilà. Alors, comment le mesurer? Et puis, comment est-ce qu'on peut avoir un bon apport en calcium? Alors, forcément, tout le monde a envie de savoir, là. Voilà. La deuxième chose à dire, c'est que les produits laitiers font partie des aliments qui amènent du calcium. Mais on peut se passer de produits laitiers. On a 66% ou 70% de la planète qui ne consomme pas, ou pas du tout, ou peu de produits laitiers, et qui a des apports en calcium suffisants et qui n'a pas de problème osseux. Vous avez rappelé que les pays dans lesquels on consomme le plus de calcium sont les pays qui connaissent le plus de fractures. Ça ne veut pas dire que si vous surconsommez le calcium, vous allez avoir des fractures, mais ça veut dire que plus de calcium, ça n'est pas une solution pour résoudre le problème de fracture. Donc, on peut introduire les produits laitiers ou conserver ces produits laitiers dans son alimentation si on les tolère. Ils vont amener du calcium, mais d'autres choses amènent du calcium. La plupart des aliments amènent du calcium. Le calcium, par exemple, de certains légumes, comme les crucifères, le chou, brocoli, cresson, etc., il est mieux absorbé que celui des produits laitiers. Le calcium de l'eau minérale ou de l'eau, moi je suis dans une région, par exemple, dans le sud de la France, dans le Gard, où l'eau, elle est très calcaire. Oui, moi c'est pareil en Suisse, elle est vraiment hyper calcaire. Voilà, l'eau est très calcaire. Alors, souvent les ménagères rouspètent parce que ça entartre. Les ménagères ou les ménagers. Ou les ménagers, attention, oui, vous avez raison. Thierry. Parce que ça entartre les canalisations. Je dis les ménagères parce que nous, on est dans le Midi. Souvent, les femmes qui dirigent un peu qui sont un peu les maîtres d'œuvre de la cellule familiale. Oui. C'est un vieil héritage, je pense, du bassin méditerranéen. Je pense à notre Marie Pichoun. Absolument. Et donc, on se plaint parce que les canalisations sont entartrées, mais on sait épidémiologiquement que très souvent, les eaux riches en calcium et en magnésium sont des eaux qui sont plutôt protectrices sur le plan épidémiologique pour les vaisseaux, de risques cardiovasculaires. Ce qui est oléagineux, par exemple, c'est bien aussi? Alors, les oléagineux, les amandes, etc., ça amène du calcium. Donc, en fait, on peut composer une alimentation qui amène 600, 700, 800 mg de calcium sans forcément passer par les produits laitiers. Si on consomme des produits laitiers, si on aime ça, si on les tolère bien, on peut les introduire aussi et ils vont contribuer évidemment à ces apports en calcium. Mais le débunkage que j'avais fait en 2007, c'était de se dire il faut consommer 3 à 4 produits laitiers par jour, c'est ce que disaient les pouvoirs publics, donc vous aurez moins de fractures. Ça ne marche pas. On a toutes les études montrant que ça ne marche pas. Si on prend des produits laitiers, est-ce qu'on a tendance à privilégier des produits au lait cru, par exemple, si on consomme du fromage ? Alors, il n'y a pas d'études là-dessus. D'accord, on n'a pas de... Voilà. Non. Donc ça, après, il y a des gens qui disent qu'ils assimilent mieux les produits de petits ruminants. Oui. Alors là, les études, elles sont un petit peu... elles sont débattues. On n'a pas d'évidence. On n'a pas d'évidence. Il y a certainement moins de facteurs de croissance dans le lait de chèvre ou les produits à base de... les yaourts de chèvre ou de fromage de chèvre ou de brebis. Mais les facteurs de croissance, d'un autre côté, ça peut être quelque chose qui est pas inintéressant. Est-ce qu'on se fait tester justement pour mesurer son taux de calcium? Est-ce qu'il faut savoir où on en est? Est-ce qu'on peut le mesurer?
On peut le mesurer, le taux de calcium, mais c'est souvent dans une approche clinique, c'est-à-dire que lorsqu'on soupçonne qu'il y a, par exemple, une PTH, cette fameuse hormone, trop élevée. Mais en général, on peut très bien, il y a des petites applis qui permettent de savoir sur une semaine combien de calcium on consomme. Et ça, je pense que ça suffit. Alors, on a vu que le calcium est important, mais il n'est absolument pas, et vous l'avez bien répété, le seul, puisque en fait, ce qui est vraiment délétère pour les os, on l'a vu, c'est cette situation pro-inflammatoire, et nos modes de vie favorisent en fait cette inflammation. Donc, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, vous avez 14 ou une quinzaine de règles absolument indispensables. On ne va pas forcément toutes les voir, non. Mais si on continue un peu sur les minéraux, vous dites que le magnésium, par exemple, est très important. Alors, le magnésium est important parce que... La vitamine D aussi. Voilà, la vitamine D. Alors, la vitamine D, c'est un peu la problématique du calcium. C'est-à-dire que très souvent, les médecins vont prescrire à une femme de plus de 50 ans dont ils ont vu qu'il y avait des facteurs de risque ou objectivés par l'ostéodensitométrie, une densité minérale osseuse basse, ils vont prescrire beaucoup de calcium et beaucoup de vitamine D. Bon, ça, c'est un peu un échec, en fait, sauf chez certaines populations. Par exemple, Pourquoi c'est un échec? Eh ben, parce que si vous ne manquez pas de vitamine D, et si vous avez des apports en calcium qui sont satisfaisants, vous n'allez pas avoir de bénéfice particulier de passer, par exemple, à 2000 unités de vitamine D si vous aviez besoin de 600 ou 1000 unités. Et on va pas voir de bénéfice. On va en voir un petit peu peut-être sur le risque de chute. C'est-à-dire qu'il y a des études qui montrent qu'avec des taux de vitamine D un peu plus élevés, la fréquence de chute est moindre. Mais ce sont des études qui sont pas toujours très très bien conduites. Mais bon, voilà, on n'a pas de signal extrêmement clair sur le fait, cette prescription de beaucoup de calcium et de beaucoup de vitamine D pour la plupart des... On parlait du magnésium. Hein. Oui, absolument. Et donc le magnésium, lui, est important parce que d'abord... Vous vouliez dire magnésium ou calcium, là, quand vous en avez parlé? Non, là, je parlais du calcium. Vous parliez du calcium, voilà. D'accord. Et je ne sais pas pourquoi j'ai bifurqué sur le calcium. Vous êtes reparti sur le calcium. Voilà, non, mais c'est pas grave du tout, parce que c'est important. Mais c'est vrai que du coup, comme on cherche à y voir clair, c'est important de se dire, parce qu'on parle aussi beaucoup de la vitamine D, donc ça, c'est important d'insister là-dessus. On dit très souvent qu'on est ultra carencé en vitamine D. Alors, c'est le cas pour autre chose, mais pas forcément pour les os. Voilà, c'est le cas en hiver, souvent, et notamment dans le nord de la France ou au nord de la Loire. Et là, c'est bien de se préoccuper de ça et éventuellement de se faire prescrire ou de prendre des suppléments de vitamine D. De qualité, voilà. Voilà, de manière à avoir 30 nanogrammes par millilitre. Bon, mais ça, on peut se le tester. On n'est pas obligé d'aller chez le médecin. En plus, plutôt la D3, vous dites d'ailleurs. Voilà, la D3, et en général, c'est pas remboursé. Mais ça, c'est important. Mais donc, je fais une différence entre le fait de ne pas manquer de vitamine D, c'est-à-dire de sortir de la zone de carence ou de déficit, qui est souvent le cas en hiver et qui est assez fréquente, et le fait systématiquement de se mettre à 2008 de vitamine D par jour toute l'année, etc. Bon, donc ça c'est la vitamine D. Le magnésium est important parce qu'on a à peu près 30 à 40% de la population qui en manque, et c'est un minéral anti-inflammatoire. Donc, et c'est en plus un minéral qui intervient dans le remodelage de l'os. Donc c'est important là de veiller à ces apports en magnésium. Là encore une fois, on peut les couvrir avec une bonne alimentation, mais on peut aussi prendre des suppléments de magnésium. Moi, à titre personnel, je prends du magnésium tout au long de l'année. Je ne prends pas des doses massives, mais je prends du magnésium. Ah, moi aussi, mais j'en prends quand même des doses assez importantes. Voilà. Donc, on peut aller jusqu'à combien on peut aller, en général, on dit... En général, avec 600 mg par jour, on est quand même pas mal. Hein. 200 mg, pardon, j'étais en train de dire 2 grammes, mais 200 mg. Voilà, 600 mg, c'est vraiment une dose importante dans des états de stress chronique. Mais en général, oui, autour de 200 mg, c'est bien. Ou de terrain un peu spasmophile. Absolument. Et il faut éviter de prendre des grosses doses d'un coup, parce que le magnésium, il est absorbé en général par dose de 100 mg. D'accord. Donc on peut faire 200 à 300 mg par jour. Donc le magnésium est important. Un minéral oublié,
et dont je parle beaucoup dans le livre, c'est le potassium. Oui. Alors le potassium, il est dans l'os déjà, comme le calcium, mais en plus, il est très important pour 2 raisons. La première, c'est que il intervient dans ce qu'on appelle l'équilibre acido-basique, oui. C'est-à-dire qu'il va amener le corps dans une zone qui l'empêche d'aller prélever du calcium osseux, c'est-à-dire une zone alcaline. Et la deuxième chose, c'est que les études montrent que les personnes qui manquent de potassium ont un cortisol qui augmente. Et le cortisol, c'est une hormone qui va amener à une destruction progressive de l'os. Et par ailleurs, on a les études montrant que lorsqu'on supplémente du potassium, notamment chez les femmes qui ont passé l'âge de la ménopause, d'abord on fait baisser le calcium urinaire, donc ça veut dire qu'on perd moins de calcium, et très souvent on a une amélioration de la densité osseuse. On a quelques études qui montrent ça. Je ne dis pas qu'il faut prescrire du potassium systématiquement, mais en tout cas se préoccuper de ses apports en potassium. Et dans le livre, j'explique comment consommer suffisamment de potassium. Ça passe souvent par les végétaux. Oui, on pense aux dattes, aux bananes. On passe aux dattes, aux bananes, mais enfin, il y a du potassium vraiment partout, dans les oléagineux aussi, dans les légumes crucifères dont on a parlé. Donc ça, c'est important. On pense à Jean-Marie Defossé aussi, qui a écrit un livre sur le potassium, mais c'est vrai qu'à l'état chimique, il est plus complexe à prendre. Oui. Et alors, si on prend des suppléments, les suppléments qui sont intéressants pour l'os, c'est les suppléments de citrate de potassium ou de bicarbonate de potassium. Parce qu'il y a des médicaments maintenant, ça n'existe plus sous forme de suppléments, c'est des chlorure de potassium, mais c'est intéressant pour remonter le taux de potassium, mais ça n'a pas d'effet sur l'os. Par contre, il faut le surveiller, le taux de potassium. Alors, il faut surveiller le taux de potassium, surtout... on ne peut pas être en excès. Voilà, il ne faut pas être en excès, surtout chez les gens qui ont des problèmes de fonctionnement rénal. Donc ça, c'est important de le souligner. Alors, dans ces 14 règles, si on est... est-ce qu'on a un peu terminé sur la supplémentation, sur les vitamines et minéraux? Alors, les vitamines, on n'a peut-être pas tout à fait fini. On n'a pas fini sur les vitamines. Là, oui, ça nous amène un peu loin, mais peut-être on peut les citer quand même, parce que j'aimerais aussi quand même après... On approche un peu de la fin quand même, gentiment. Oui, ok. Donc, je voudrais qu'on parle aussi de l'activité physique et puis peut-être de revenir un peu sur les fractures quand même. D'accord. Le risque de fracture. Les vitamines une vitamine importante, c'est la vitamine C. Il y a beaucoup de gens qui manquent de vitamine C, notamment les fumeurs, les gens qui fument, les gens qui sont exposés à la pollution atmosphérique, parce que la vitamine C est surconsommée lorsqu'il y a une pollution et une espèce d'inflammation pulmonaire. C'est pareil pour les asthmatiques, les gens qui souffrent d'asthme. Donc la vitamine C, elle est importante parce qu'elle est un facteur de synthèse du collagène. Oui. Voilà. Alors le collagène, il va avoir tendance à être un petit peu moins fort, un petit peu moins résilient avec l'âge. Et la vitamine C, là encore une fois, on peut consommer de la vitamine C, enfin regarder les aliments. Et bon, je donne des conseils. On peut éventuellement se supplémenter également. Ensuite, la vitamine K, qui est une vitamine qui est en train d'émerger pour l'os. Alors, on la connaît parce que c'est une vitamine qui favorise la construction osseuse. Et on a des études là aussi montrant que très souvent, on manque de vitamine K. On trouve de la vitamine K dans le soja, par exemple, des produits à base de soja, mais également dans les légumes qu'on a cités, comme les crucifères. Ouais, on revient sur les choux. Ça, de toute façon, absolument. On sait que c'est super dans voilà, je crois que les choux, oui, voilà. C'est... Allez, les choux. Indispensable. Indispensable. Incontournable. J'avais une question en tête. Ah oui, puisqu'on a parlé du collagène, faisons peut-être un micro-détour, parce que le collagène est tellement tendance en ce moment pour la beauté, pour évidemment tout ce qui est fascia. On sait que le collagène, ça ressemble à cette espèce un peu de toile d'araignée. C'est beau quand on voit une photo de collagène, on voit des fils là un peu partout. Est-ce que c'est une fausse tendance de se supplémenter en collagène, ou il y a un réel bénéfice puisqu'on y est, et pour la masse osseuse, en tout cas pour les os, est-ce que c'est confirmé? Je vous ai sous la main, j'en profite, parce que comme en ce moment on parle beaucoup du collagène. Alors pour les os, il y a plusieurs choses, mais les études qu'on a
sur le collagène, et on n'en a pas énormément, donc il faut les prendre avec des pincettes, mais en fait, on a une baisse de l'inflammation en prenant des suppléments de collagène. Donc ça, indirectement, c'est pas mal pour l'os. Et on a aussi une amélioration de l'activité de ces ostéoblastes, donc des cellules qui fabriquent l'os. On a une petite amélioration de cette activité-là. Donc, il y a des éléments indirects pour penser que c'est pas forcément déconnant de prendre des suppléments de collagène. Bon, et puis il y a du collagène, on peut en consommer lorsqu'on mange des produits animaux. Voilà, les bouillons d'os, on pense. Bouillons d'os, etc. Bon, il n'y a pas que les suppléments, quoi. Bien sûr. Alors, dans ces 14 règles indispensables, puisqu'on était sur le bouillon d'os, il y a aussi les sources de protéines. J'en profite parce que c'est important que là, vous rappelez que notamment chez les femmes, la protéine, on est bien en dessous de ce qu'on devrait en théorie consommer pour protéger les os. Oui, je pense qu'à partir de 50 ans, il faudrait se situer à un niveau qui est un peu élevé, qui n'est pas toujours facile à obtenir, qui est de l'ordre de 1 gramme par kilo de poids. Alors qu'on a tendance à dire la protéine, alors pour des raisons environnementales, écologiques, en tout cas la protéine animale, et puis pour des raisons de goût, l'envie passe. Oui, on mange moins déjà avec l'âge, et donc on mange moins de protéines. Enfin, environnemental et par rapport à l'animal, à la conscience aussi vis-à-vis des animaux, évidemment. Oui, alors quand on parle de protéines, moi je parle à la fois de protéines végétales et de protéines animales. Alors, le sujet, encore une fois, il est complexe parce que les protéines végétales, elles ont l'intérêt d'amener aussi des facteurs alcalinisants. Donc on a parlé un petit peu de cet équilibre acide-base, et c'est important de consommer suffisamment de protéines végétales. Maintenant, je suis assez réservé sur le fait de ne rester que dans des protéines végétales, et c'est là que ça devient un petit peu touchy, parce que si on se prive totalement de protéines animales, on va se priver de certains facteurs de croissance qui sont importants pour la masse osseuse. Donc on est dans un discours qui est un peu ambivalent, où moi j'aimerais pouvoir dire surtout des protéines végétales, et d'ailleurs on l'a écrit dans un livre avec Angélique Houlbert qui s'appelle La meilleure façon de manger, mais se priver totalement de protéines animales, c'est un petit peu difficile et un petit peu complexe. Alors, si on n'aime pas la viande, il y a aussi des poudres de protéines. On peut rentrer dans ce débat-là. Mais voilà, je pense que c'est quand même pas mal de conserver un petit peu de protéines animales non seulement parce que la qualité de ces protéines, elle est particulière, elle amène un acide aminé qui s'appelle la leucine, qui est important pour l'os, et puis elle va stimuler des facteurs de croissance, voilà, et pour les muscles. Et comme l'un va avec l'autre, vous l'avez rappelé tout à l'heure. Voilà, et comme l'un va avec l'autre. Après, la première chose quand même, c'est se préoccuper de la totalité de l'apport en protéines. Donc, si on est végétarien, ok, on est végétarien. Bon, il y a des végétariens qui consomment des œufs, consomment aussi des produits laitiers. Se dire 1 gramme par kilo, et peut-être un petit peu plus après 60 ans, c'est-à-dire 1 gramme d'œuf par kilo. Il y a des auteurs américains qui préconisent encore plus, mais les sociétés savantes, on a augmenté quand même pas mal les marqueurs en termes de quantité de protéines à consommer, et c'est pas toujours facile. Si vous pesez 60 kilos, 1,2 grammes, ça fait de suite 70 grammes de protéines par jour. C'est pas évident à trouver, sachant que par exemple dans un steak de 100 grammes, vous avez 20 grammes de protéines. Il va falloir tout trouver un petit peu plus ailleurs. Oui. Alors peut-être on passe vite quand même sur la partie équilibre de l'alimentation qui est extrêmement importante, mais comme on a fait beaucoup d'émissions aussi dans Métamorphose, mais là vous rappelez que le régime méditerranéen est quand même toujours bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme type de régime? Alors je ne parle pas de régime amincissant, je parle de régime alimentaire, qu'on s'entende bien sur ce terme. Enfin, je dis ça pour nos auditeurs, évidemment pas pour vous, Thierry Soucard, mais quel est vraiment le régime adapté? Alors, régime méditerranéen, oui, parce que c'est d'abord un régime anti-inflammatoire. Alors, moi, j'ai un petit bémol dans le livre, c'est-à-dire que je préconise un régime méditerranéen avec une charge glycémique basse. Ça veut dire
À tendance japonisante. Voilà, c'est ça. C'est pas l'Italie, quoi. C'est oui. pas c'est pas la pasta. C'est pas la pasta. Et la pizza. C'est vraiment réduire un petit peu, soit prendre des glucides oui. qui n'augmentent pas forcément beaucoup la glycémie. On pense au régime sénégalais, Voilà, c'est réduire un petit peu la part des glucides dans le régime méditerranéen. Après, c'est vraiment un bon régime. Après, tous les régimes qui vont être anti-inflammatoires. Je pense par exemple au régime à index glycémique bas, le régime IGBA. C'est des bons régimes à suivre. Il y a un autre régime qui était en vogue, mais dont on parle moins aujourd'hui, mais qui est un bon régime, c'est le régime paléolithique. Oui. Alors pourquoi c'est un bon régime? Parce que c'est un régime où il n'y a pas d'aliments ultra transformés. Donc tout l'aspect inflammatoire des aliments ultra transformés n'existe pas. Qui ressemble à l'IGBA quand même. Hein. Il y a des il ressemble à l'IGBA. Oui. Et c'est un régime. Tout ça, sénégalais, low carb, voilà, low paléo, carb, etc. Paléo, c'est un peu la même famille. C'est un peu la même famille. Ouais. Et le régime paléo, c'est un régime, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas un régime de viandard, parce que à l'époque paléolithique, on consommait énormément de végétaux. En fait, les végétaux représenter l'essentiel du bol alimentaire. Mais c'est un très bon régime, et puis on a de bonnes études sur l'inflammation, etc. Donc voilà quelques pistes qu'on peut suivre et que je. Et chez Soukar Édition, vous avez beaucoup édité dessus. Voilà, vous avez des livres de référence quand même sur ces régimes-là. Oui, on a publié pas mal. Ouais. Peut-être un livre de référence. Le régime IGBA de Elvire Nérin et Angélique Houlbert, qui est vraiment un très bon livre. Après, on a énormément on a plusieurs livres en fait. Voilà. Vous pouvez aller voir sur le site internet des éditions. Voilà. Ouais. Pour terminer là-dessus, une petite curiosité, c'est que les personnes qui consomment régulièrement des fruits entiers ont une meilleure densité osseuse. Ça, c'est intéressant. En passant, puisqu'on était sur l'alimentation. Oui, on pourrait dire beaucoup de choses sur l'alimentation. Mais Oui, absolument, parce que là, on est aussi dans une forme de régime à index glycémique bas ou modéré. Oui. Et d'ailleurs, les fruits qui ressortent le mieux sur l'aspect acido-basique, je fais une petite digression, c'est les agrumes. Hein, c'est vraiment des fruits intéressants. Après, après, on est dans des thématiques que vous avez abordées très souvent, je pense, c'est-à-dire les jus de fruits. Les jus de fruits, en fait, c'est un peu comme des sodas. Hein, on peut en consommer un petit peu, mais après, c'est des sucres libérés très très rapidement. On revient sur l'aspect délétère et donc on revient sur l'idée de l'IGBA. Alors peut-être rapidement, 3 huiles végétales qu'on devrait avoir pour des eaux solides dans sa cuisine. Oui, alors la première c'est l'huile d'olive parce que... Toujours. Pas vous qui allez dire le contraire là, non, de méditerranéen. Oui, ben moi j'ai été nourri à ça tout petit, mais c'est pas la seule source d'acide gras. En Afrique, d'ailleurs, au Mali, qu'est-ce qu'il y a comme huile végétale, d'ailleurs, c'est des huiles d'arachide, mais l'huile d'arachide n'est pas si mal parce que il y a des monoinsaturés, il y a relativement peu de saturés, il y a quelques polyinsaturés, c'est pas une mauvaise huile en fait. Et puis c'est une huile assez stable à la cuisson, comme elle est assez monoinsaturée, il y a pas mal de stabilité à la chaleur. Donc ça peut être l'huile de tournesol, huile d'olive. Alors l'huile de tournesol, colza, huile de coco, vous dites. Hein. Alors l'huile de tournesol, nous on n'est pas pour parce que c'est une huile oméga 6. Donc c'est pro-inflammatoire, il y a trop d'oméga 6 en fait, elle est déséquilibrée. Par contre, l'huile de colza non plus, l'huile de colza on est pour. L'huile de soja, on n'est pas d'accord. L'huile de pépins de raisin, j'en parle, c'est aussi un peu comme l'huile de tournesol, hein, et l'huile de maïs, c'est trop oméga 6. Et puis alors, je croyais que vous disiez pour la cuisson, on peut utiliser de l'huile de tournesol oléique. Alors, l'huile de tournesol oléique, absolument. Voilà, c'est ça. Voilà, l'huile de tournesol oléique, parce que la part de monoinsaturé est importante. Voilà, donc ça, on le précise quand même. Voilà. Ouais. Plus une huile est fluide, moins elle est stable à la cuisson. Quand vous avez une huile un petit peu moins fluide, comme l'huile d'olive ou l'huile de tournesol oléique, plus dense, vous pouvez faire chauffer un petit peu. Et puis, quand vous avez une huile très dense, c'est-à-dire quasiment solide, comme l'huile de coco, c'est une huile extrêmement stable à la cuisson. Donc nous, à la maison, je vais parler de la maison, on a de l'huile de colza. Pour les salades qu'on maintient au frigo pour éviter les phénomènes d'oxydation, qu'on mélange pour les salades avec de l'huile d'olive à 50-50. Et là, on a calculé que ça faisait des apports en acides gras qui allaient bien. On aurait envie de venir en stage dans votre cuisine, Thierry Soukar. Après, l'huile d'olive pour la cuisson, des cuissons brèves et pas trop intenses. Et pour des cuissons un petit peu plus fortes, moi je fais pas de friture à la maison, mais pour des cuissons un petit peu plus fortes,
de l'huile de coco vierge. Voilà, on a 3 huiles à la maison, mais ça c'est le fruit de pas mal de travail. On en arrive finalement à optimiser des choses, quoi. Le beurre de ghee? Le beurre de ghee, oui, c'est pas mal, c'est bien. Voilà. Et puis le beurre, on peut en consommer. On peut en consommer un petit peu. Il vaut mieux avoir à la maison du beurre. Nous, on a du beurre, par exemple, pour des tartines, que de la margarine. La margarine, c'est un aliment ultra transformé. C'est quand même moins bien que le beurre. C'est Danone qui va être content, là, et les produits laitiers. Alors, dans votre ouvrage, vous proposez un certain nombre de recettes, justement, anti-fracture. Si vous êtes d'accord, Thierry Soucard, peut-être pour les abonnés à la newsletter de Métamorphose, on proposera une recette. Oui, absolument. Voilà, tirée de votre ouvrage. Souvent des recettes de type méditerranéen, ou d'inspiration méditerranéenne. Farcie, par exemple, là, qui nous donne un peu l'eau à la bouche. Une salade de printemps aux crevettes, salade sicilienne, on parlait de l'Italie, au lieu de la pizza de fenouil et d'orange, par exemple. Ça, c'est très sympathique. Donc, c'est important. Il y a aussi peut-être nourrir bien sa flore intestinale. Et là, vous avez collaboré avec la docteure Martine Cotina, voilà, qui est gastro-entérologue. Elle donne 8 conseils aussi pour le microbiote. Il y en a il y a des conseils qu'on connaît, mais je pense au pollen frais que moi j'apprécie particulièrement, par exemple, de cyste. Absolument. Et effectivement, le microbiote, c'est très important parce que ça a un rôle dans l'immunité. Et encore une fois, je me répète, mais tout ce qui active le système immunitaire active l'inflammation. Donc, j'ai écrit un livre il y a quelques années après l'épisode Covid qui s'appelait « Arrêtons de saboter notre immunité », mais j'expliquais ces concepts et j'expliquais en fait que... Si vous êtes d'accord, peut-être vous reviendrez pour parler de l'immunité. Avec plaisir. Oui, on fera un épisode à part entière. J'ai découvert vraiment des choses en travaillant, puisque... je crois que j'avais lu 250 études puis discuté avec des chercheurs, mais en fait j'en suis arrivé à la conclusion que notre rôle, toute notre vie, ça devrait être de ne pas activer notre système immunitaire. Parce que quand on active notre système immunitaire, on active l'inflammation. Donc, par exemple, pour l'os, c'est pas bien. Mais en plus, on fait vieillir notre système immunitaire. C'est-à-dire que quand votre système immunitaire est en permanence en train de travailler... Oui, on est en mode survie, en fait. À la fin, il n'est plus capable de réagir. Ce qui m'avait donné l'idée, c'était vraiment ce virus, ce Covid. Il n'est plus capable de se défendre comme il devrait. Et en plus... Un truc important aussi quand on vieillit, c'est que les personnes jeunes, si elles ont un système immunitaire qui s'active face à une infection, par exemple, elles ont derrière des marqueurs, des modulateurs de l'immunité, qu'on appelle des cytokines, qui viennent arrêter l'inflammation. Mais ça, on perd ça avec l'âge. C'est-à-dire que le signal, en fait, n'est plus là. Le signal d'arrêt n'est plus là. Et on a vu, par exemple, au moment du Covid, des personnes âgées qui attrapaient le virus, mais qui mouraient non pas du virus, mais simplement de l'inflammation complètement débridée qui s'était mise en place. Oui, et ça, c'est vraiment très intéressant. On le voit, les personnes qui, par exemple, arrêtent l'alcool, même s'ils n'étaient pas des grands consommateurs, ils se disent « mais c'est terrible parce que je reprends juste un petit peu et c'est comme si j'y avais plus droit du tout ». Et ça, je trouve que c'est des bons petits tests à faire. Je pense que c'est la même chose pour le sucre, pour plein de choses. On se dit, c'est une vacherie, en fait, j'ai arrêté. Il n'y a même plus une tolérance zéro. C'est probablement parce que, justement, le système immunitaire, là, dit, c'était très bien comme ça, je ne veux pas. Oui, reste là. Reste là. Donc, alors, peut-être pour terminer, sur la partie, justement, de l'activité physique, qui est quand même très importante, on va passer malheureusement rapidement dessus. Quels sont pour vous les très bons conseils justement pour éviter les chutes et puis maintenir cette activité physique où là on passe sur de la musculation, sur du musculaire. Ça c'est très important. Alors éviter les fractures, c'est d'abord l'équilibre parce que la fracture c'est la chute. Ou la chute, c'est la fracture, ou ça peut être la fracture. Donc, éviter de tomber lorsqu'on prend de l'âge, c'est d'autant plus important chez les personnes très âgées ou plus âgées. Donc, ça veut dire veiller à l'équilibre. L'équilibre, c'est regarder ce que les personnes prennent, par exemple, sur les parents, les médicaments qu'elles prennent. Parce qu'il y a des médicaments dont je donne la liste qui vont favoriser le déséquilibre, la perte d'équilibre. Donc ça, on peut aller voir avec le médecin qu'est-ce qu'on peut enlever, qu'est-ce qu'on peut remplacer. Ensuite, chez soi, éviter par exemple tout ce qui peut faire trébucher une personne. La lumière suffisante, l'éclairage suffisant. Une personne qui va se lever la nuit, elle peut chuter. Là, elle a un risque de fracture. Ça peut être une rampe dans l'escalier. Absolument. Donc ça, c'est vraiment, j'en parle, je crois que j'ai consacré un chapitre là-dessus. Et puis,
puis, il y a des activités qui vont améliorer l'équilibre, mais à tout âge. Par exemple, la danse, et notamment des danses, ce qu'on appelle des danses en ligne. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, donc j'ai vu ça pas mal. Vous dites d'ailleurs que les danseurs ont beaucoup moins de chances de se faire des et chutes. Donc, on a des études maintenant où on a ouais. mis des femmes à ces activités de danse, et notamment les danses country, par exemple, c'est le line dancing. Eh bien, on améliore l'équilibre. Donc, il y a des choses qu'on peut faire. Ensuite, sur l'aspect proprioception aussi, hein, peut-être des exercices. Absolument. Et les kinés peuvent jouer un rôle très important là aussi pour donner justement des exercices qui sont sans risque. Je donne quelques exemples d'exercices qu'on peut faire chez soi aussi. Ensuite, vous avez parlé de la musculation. Alors pourquoi la musculation? La musculation, d'abord l'OMS préconise 150 minutes d'activité physique par semaine aérobique, c'est-à-dire marcher, courir, faire du vélo, de la natation, tout ça c'est très bien. Mais ça ne suffit pas en fait à stimuler la masse musculaire et la masse osseuse qui vont de pair. Et l'OMS recommande 2 à 3 séances de musculation par semaine aussi. Et ça, on a tendance à l'oublier. Alors, musculation, pourquoi? Parce que chaque fois que vous sollicitez la masse musculaire, il y a une telle interaction avec l'os que ça va activer, envoyer des signaux, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ça envoie des signaux de reconstruction de l'os et de diminution de la destruction de l'os. Et du collagène également, ça va étirer les fibres de collagène et ça va augmenter le flux sanguin vers l'os. Et tous ces facteurs-là, ils vont concourir à renforcer l'os. Et on a maintenant une excellente étude australienne que je cite dans le livre, qui montre que des femmes qui avaient une densité osseuse basse et auxquelles on a prescrit des séances de musculation, alors on peut faire de la musculation chez soi, avec le poids du corps par exemple, ou quelques petites haltères. Ou des élastiques. Et des élastiques. Et on peut aussi s'inscrire dans une salle et se faire conseiller. Et donc là, ces femmes, elles sont allées dans une salle, elles sont faites conseiller, elles ont vraiment soulevé des poids lourds, assez lourds, progressivement bien sûr. Elles ont fait des exercices de musculation. Et là, on a vu des bénéfices partout. C'est-à-dire, premier bénéfice... Des femmes de quel âge, rappelez-nous? C'est des femmes qui avaient une cinquantaine d'années. Parce que c'est vrai qu'on ne fait pas forcément le même type de musculation à 50 ans qu'à 80 ou 90 Absolument. ans. Hein. 80 ans, il faut être plus prudent. Mais là, elles étaient en âge de pouvoir travailler. Et donc, elles ont pris de la masse musculaire, elles ont perdu de la masse grasse, c'est-à-dire qu'elles ont amélioré ou affiné ou amélioré leur silhouette. Elles ont augmenté leur densité osseuse de manière très, très importante et elles ont augmenté leur taille. Parce que parmi les exercices de musculation qu'on peut faire... Alors, leur taille, pas dans la largeur, dans la hauteur. Dans la hauteur, parce que sinon, absolument. Ça va intéresser personne, Thierry Soucard. Vous avez raison. Elles ont augmenté si vous nous dites, elles prennent 2 tours de taille... Elles ont grandi. Elles ont grandi parce que parmi les exercices de musculation qu'on peut faire, il y a ce qu'on appelle des squats, c'est-à-dire des exercices avec des poids sur lesquels on sollicite les jambes et la colonne vertébrale. Et en sollicitant la colonne vertébrale, eh bien, on améliore la densité osseuse des vertèbres, on améliore également les espaces intervertébraux. Et là, on va gagner, on va pas gagner 10 cm, hein, mais on va, par réaction, avoir un petit gain de taille. Donc, c'est vraiment tout bénéfice. Et est-ce qu'on arrive à se remuscler quand même assez rapidement? Parce que, quand même, la croyance qu'on a passé un certain âge, c'est de se dire, il y a à côté no pain, no gain. C'est-à-dire que l'effort pour arriver à reconstituer du muscle et de la silhouette, par rapport à quand on avait 20 ans, il est important. Et malheureusement, c'est vrai parce que il va falloir faire plus d'efforts pour obtenir un résultat. Parce que quand on a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, toutes ces hormones qui crachent toute la journée, on a l'IGF-1 et l'hormone de croissance qui sont aussi synthétisées à un niveau important. On a moins d'inflammation, donc c'est beaucoup plus facile de prendre de la masse musculaire. Mais on peut prendre de la masse musculaire à tout âge et on peut prendre de la masse osseuse à tout âge. C'est-à-dire qu'on peut inverser des processus de perte de masse osseuse. On peut les stabiliser et les inverser également. Donc ça, c'est quand même une très bonne nouvelle.
Vous dites aussi que ça peut être, vous avez parlé de la danse, mais ça peut être aussi du tai chi, voilà, tout ce qui est perception en fait de son corps dans l'espace, hein, pour éviter les chutes est vraiment intéressant. Tout à fait. Qu'est-ce que vous auriez envie de dire peut-être en conclusion dont on n'aurait pas parlé pour boucler cet entretien? Évidemment, vous qui nous écoutez, d'ailleurs ce serait intéressant que vous nous témoigniez sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur la chaîne YouTube de Métamorphose ou sur Instagram. Où est-ce que vous en êtes avec vos os? On a envie de tout savoir avec Thierry Soucard. Est-ce que vous sentez que voilà, vous avez besoin d'en prendre soin? Peut-être cette interview vous a éveillé au fait de vous dire « Ah bah oui, là, il faudrait peut-être que je fasse quelque chose et c'est intéressant de m'y mettre, quel que soit votre âge. » Peut-être en guise de conclusion, quelque chose qu'on n'a pas bien dit, peut-être redire, un message à faire passer? En fait, le message... Enfin, je pense que j'ai écrit là mon dernier bouquin. Alors, c'est sur un thème assez pointu, alors que j'ai abordé d'autres questions plus générales dans le passé. J'ai écrit une 20aine de livres. Mais pour moi, c'est quand même... Et publié plusieurs centaines. Plusieurs centaines de livres en tant qu'éditeur. Avec des auteurs qui étaient passionnants, et qui sont devenus des amis. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est sur un aspect d'un organe particulier du corps humain, mais le message, il est quand même très holistique. C'est-à-dire que si on se préoccupe de sa santé osseuse, ce qu'on va mettre en place pour la préserver, eh bien, c'est un peu comme un jeu de dominos. Ça va toucher tout. Ça va toucher la masse musculaire, ça va toucher la minceur, ça va toucher l'équilibre général, ça va toucher l'équilibre acido-basique, la psyché, absolument. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment. Absolument. Ouais. Donc, on est dans quelque chose, on part de l'os, mais en fait, si on se dit comment je peux faire pour améliorer ma santé osseuse, eh bien, on va arriver à un mode de vie ou à des changements de mode de vie qui sont pas forcément dramatiques à mettre en place, mais qui vont avoir un effet sur l'ensemble des constituants et des composants de ce qu'est le corps humain, et qui vont nous amener probablement à être en meilleure santé en général, à vivre peut-être plus longtemps en meilleure santé, à être plus équilibré, à avoir des rapports sociaux, à prendre soin de son sommeil, etc. Donc voilà, c'est plutôt œcuménique comme message. Ouais, c'est œcuménique, et puis vous avez dit à l'instant, le sommeil très important aussi pour la qualité osseuse. Merci infiniment, en tout cas, Thierry Soucard, d'être venu faire un tour dans Métamorphose. Je suis ravie. J'espère que vous reviendrez parler d'immunité. Avec plaisir. Et puis, merci de m'avoir accueilli. Et vraiment, je suis ravi aussi d'être ici et de partager et de... Oui, c'est ça, c'est le partage, en fait, qui a toujours été un moteur dans mon travail. Alors, je rappelle évidemment le titre de cet ouvrage, Le secret des os solides, publié aux éditions éponymes, aux éditions Soucard. Si cet épisode vous a plu, pensez à le partager, à nous laisser des commentaires, à vous abonner évidemment à la newsletter de Métamorphose. On l'a dit, on rappellera quelques règles tirées de votre ouvrage, et puis peut-être une recette, laquelle vous auriez envie de partager d'ailleurs. La recette sicilienne est très bien. Hein, ouais, la recette sicilienne, en plus, on s'approche de l'été, tout ça, on a envie un peu de soleil. Merci beaucoup, merci infiniment. Merci. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer, et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast, et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Tous les lundis et jeudis dès 7h.